Bonsoir, merci beaucoup de nous retrouver en direct pour cette émission spéciale. Ce soir, nous avons souhaité vous faire partager le quotidien de celles et ceux qui sont en première ligne depuis le début de cette épidémie. Ces soignants qui, dans les unités dédiées et les services de réanimation, se battent chaque jour pour sauver les vies des patients atteints du Covid-19. Dans quelques instants, nous vous proposerons un reportage inédit, bouleversant, tourné à l'hôpital du Mans. L'une de nos équipes a passé une semaine en immersion avec les équipes de soignants et les patients qui luttent pour leur survie. Nous avons suivi des médecins qui travaillent sans relâche pour sauver tous les malades. Je ne suis ni un héros ni un surhomme, j'essaie de faire juste mon travail correctement et du mieux que je peux. Un service exclusivement dédié aux patients victimes du Covid-19 tourne à plein régime. Nous avons assisté à la bataille qui se joue dans le huis clos de nos hôpitaux pour sauver des vies. Ils sont sortis de l'hôpital il y a quelques jours et sont aujourd'hui sur le chemin de la guérison. Nous prendrons tout à l'heure des nouvelles de 2 patients qui nous raconteront leur convalescence. Y a-t-il des risques de séquelles pour les patients gravement atteints? Combien de temps faut-il pour se remettre de l'infection? Comment se passe l'après-réanimation? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles nous allons répondre ce soir avec nos invités. Pour poser les questions, le 41 555 @ledocteur.fr et #santéf5. Nous aurons des experts par Skype. Et puis avec nous en plateau, 2 experts, le professeur Karine Lacombe. Bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez le service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Et le professeur Bruno Mégarban, bonsoir. Bonsoir. Chef du service de réanimation médicale et toxicologique de l'hôpital Lariboisière, également à Paris. Avec vous, bien sûr, nous allons décrypter aussi les informations du discours présidentiel. Mais avant, les derniers chiffres de Santé publique France. Le nombre de patients hospitalisés en service de réanimation s'est stabilisé. Il enregistre même une baisse depuis plusieurs jours. Vous le voyez avec ce chiffre de 6 730 personnes selon le dernier bilan. À l'inverse, le chiffre qui augmente, et c'est une bonne nouvelle, c'est le nombre de retours à domicile après l'hospitalisation qui est de 28 605. Déjà, je voudrais savoir, pour l'un comme pour l'autre, vous constatez une amélioration également de la situation dans vos hôpitaux ? Alors moi, je vais principalement vous parler des lits de médecine et puis mon collègue vous parlera des lits de réanimation. Il est vrai que depuis plusieurs jours, je dirais une petite semaine, on voit baisser vraiment de façon très importante le nombre de personnes qui arrivent aux urgences avec une suspicion de Covid-19 et donc par là même, en conséquence, une baisse du nombre de personnes hospitalisées dans les lits de médecine avec un diagnostic confirmé de Covid-19. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Nos capacités en lits Covid-19 est de plus en plus importante, on a de moins en moins de patients. Et on commence déjà à imaginer la retransformation de ces lits en lits pour prendre en charge les pathologies les plus courantes, comme on avait l'habitude de le faire avant. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Ouais. Ça montre bien que l'épidémie est en train de diminuer de façon importante dans la population générale. C'est un peu différent pour la réanimation. Alors effectivement, en réanimation, donc, également, nous avons une diminution du nombre de patients, cette fois-ci gravement malades, qui sont admis à l'hôpital. Néanmoins, nos services sont toujours saturés. Parce que les patients restent longtemps ? Parce que les patients sont beaucoup plus graves et donc restent plus longtemps. On estime à peu près au moins 15 jours à 1 mois pour les cas les plus graves. Il faudra évidemment pour ces patients qui sont intubés, ventilés, attendre la cicatrisation du poumon, la possibilité d'extubation et éventuellement ensuite la sortie vers un service de rééducation post-réanimation. C'est l'importance de cette prolongation du confinement d'1 mois pour que les téléspectateurs comprennent bien pourquoi on leur dit de rester chez eux et pourquoi c'est tellement important alors qu'on leur dit tous les jours il y a du meilleur dans les chiffres. C'est parce qu'il faut laisser le temps justement à ces patients de sortir de réanimation pour que vous ayez un petit peu de soupape de sûreté justement pour éventuellement hospitaliser d'autres patients. Exactement. On va dire, au jour d'aujourd'hui, en Île-de-France, nous avons plus de 2 fois le nombre de lits habituels de réanimation. Et ceux-ci sont totalement occupés par des patients extrêmement graves. Et donc, si une nouvelle vague de patients gravement infectés venait à l'hôpital, il est probable que le système de santé et l'hôpital public ne puissent pas faire face à cet afflux important de patients. D'où l'importance de ce confinement pour permettre aux patients qui sont déjà hospitalisés de guérir, de sortir des services de réanimation pour qu'on puisse avoir des lits pour pouvoir accueillir d'éventuelles nouvelles victimes. Parce que sinon on perdrait tout le bénéfice du confinement. Exactement. Qui vient de se passer. Mais l'espoir est quand même là puisque aujourd'hui on note moins de patients entrants que de patients sortants. Alors évidemment les patients sortants
pour la majorité, ce sont des patients qui guérissent de la pneumonie liée au Covid-19, mais malheureusement, un certain nombre sortent parce qu'ils sont décédés, ce qui explique d'ailleurs que le chiffre de décès liés au Covid-19 ne fait qu'augmenter. Et puis tous ne peuvent pas rentrer directement chez eux. On a des questions de téléspectateurs, mais pour l'instant, je ne peux pas les lire. Donc dès qu'on pourra les lire, on les prendra. En tout cas, tous les patients ne peuvent pas rentrer directement chez eux après une hospitalisation. Il faut souvent entamer une longue phase de rééducation dans un centre spécialisé. On est en ligne en direct avec Monsieur Meunier. Bonjour. Bonsoir, monsieur, madame. Bonsoir. Vous êtes actuellement dans un service de soins de suite à Chalon-sur-Saône, où vous vous remettez doucement. Comment vous allez aujourd'hui ? Bon, écoutez, d'abord, vous priez de m'excuser, je vais encore parfois le souffle court. Bon, il est vrai que je suis en phase de guérison, je me sens encore particulièrement fatigué. Le fait d'être dans ce service a de gros avantages, peut-être désenfler un peu le côté anxiogène et traumatisant de cette maladie qui m'a particulièrement affecté, et puis la possibilité de retrouver mon autonomie, que je ne pensais effectivement pas avoir tant perdu, puisque les suites de cette maladie avec ce virus, on s'aperçoit que j'ai quand même des petits problèmes neurologiques et neuropathiques qui effectivement nuisent à une autonomie qui a été pas mal amputée. Oh. Mais bon... Oui. Vous avez contracté le Covid-19 il y a un peu plus de 20 jours. Est-ce que vous nous avez raconté que ce qui vous a le plus marqué, c'est à quel point vous avez été terrassé très rapidement ? Ah oui, tout à fait. Ça a été la soudaineté et puis le caractère puissant des premiers symptômes, avec en 1h30 une montée en fièvre très puissante. Et dans les 24 heures qui ont suivi, quelque chose d'assez traumatisant aussi, c'est la perte totale du goût et de l'odorat. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup affecté et beaucoup inquiété. Et puis, bien entendu, après toutes ces difficultés respiratoires qui ont été des difficultés grandissantes, qui m'ont conduit à l'impossibilité de tenir conversation et d'aligner 2 ou 3 mots sans des quintes de tout importantes. Et donc, bien entendu, le transfert très rapide, effectivement, sur Chalon, où j'ai été particulièrement bien pris en main par les équipes soignantes, que je tiens vraiment à remercier pour leur humanité, leur désintéressement et leur professionnalisme. C'est pour moi très important. On va vous retrouver tout à l'heure. Merci beaucoup déjà de ce témoignage. On va prendre une première question qui concerne donc le discours présidentiel hier. On nous demande si rouvrir les écoles à partir du 11 mai, n'est-ce pas un pari risqué ? C'est vrai que sur le plan épidémiologique, on pourrait se dire que tant qu'on n'est pas sûr que l'épidémie est vraiment maîtrisée, rouvrir les écoles où on voit que l'on mixe des enfants, des adultes, pourrait être un facteur de risque de reprise épidémique. Je crois qu'il y a des considérations sanitaires et des considérations économiques à peser. Le fait de reprendre les enfants à l'école, ça permet aussi aux parents de retourner au travail et de commencer à réenclencher un peu la mécanique économique. À partir du 11 mai, il y a plusieurs choses, plusieurs variables qui vont quand même pas mal modifier les choses, en particulier qui vont expliquer l'intérêt du déconfinement. On va déjà avoir des tests, beaucoup plus de tests, donc on va pouvoir diagnostiquer des personnes qui ont des symptômes de façon à pouvoir les isoler et dépister les contacts autour de ces personnes de façon, elles aussi, à les isoler si elles sont porteuses du virus. Donc ça va quand même aider à remettre la machine en route sur le plan du travail. Et puis l'autre variable importante, c'est qu'on va aussi avoir des traitements, j'espère vraiment. D'ici fin avril, on devrait avoir des traitements. Donc du coup, c'est pareil, des personnes qui sont malades, leur proposer un traitement, ça peut leur éviter soit d'aller à l'hôpital, soit si elles sont à l'hôpital, de passer en réanimation. Donc c'est plus facile ensuite de déconfiner en se disant qu'on peut tester, mais qu'on peut aussi soigner, traiter et guérir. Justement, puisqu'on parle des traitements, Emmanuel Macron a bien précisé qu'aucune piste ne serait négligée. Il y a énormément d'essais qui sont en cours actuellement dans différents services. Vous avez débuté les essais pour évaluer l'efficacité de la transfusion de plasma des personnes malades. On en a parlé plusieurs fois dans cette émission. Comment ça fonctionne, ce traitement, et vous en êtes où ? Parce qu'évidemment, on se dit qu'on voudrait avoir rapidement des résultats.
Alors en fait, la transfusion de plasma de convalescents, c'est ce qu'on appelle un transfert d'immunité passive. C'est-à-dire que des personnes qui ont guéri fabriquent des anticorps contre le virus et on transfuse ces anticorps par l'intermédiaire du plasma à des personnes qui sont malades, de façon à juguler le virus responsable de l'infection. C'est une stratégie qui a été utilisée dans plusieurs maladies, comme par exemple la rougeole, qui a été aussi utilisée avec succès dans le SARS-CoV, ce cousin du SARS-CoV-2 qui est actuellement responsable du Covid-19. C'est une stratégie dont on a montré que chez l'animal, elle marchait, en particulier le chimpanzé. Et puis on a des éléments, mais alors sur un très petit nombre de patients, qui montreraient que ça marche chez l'homme et qui nous viennent de Chine. Donc c'est un concept qui est ancien et dont on a vu que ça pouvait marcher dans plusieurs maladies virales. Et ça ne marche pas dans Ebola, par exemple. C'est pour ça qu'on fait un essai thérapeutique où on va donner du plasma à un groupe de patients et puis à un groupe contrôle, on va Mais avant la réanimation. Avant la réanimation. On se place effectivement en amont de la réanimation. Il faut savoir que les données qu'on a en Chine ont été obtenues chez des patients qui étaient en réanimation et puis des patients qui avaient des pneumonies sévères. Par exemple, aux États-Unis, ils montent un essai qui est à peu près semblable, mais plutôt chez des patients de réanimation. Donc c'est vraiment deux stades différents de la maladie. Nous, on a pris le parti, pour cette première partie en France, de plutôt offrir cette stratégie à des patients qui ne sont pas encore en réanimation, justement pour essayer d'éviter le passage en réanimation. Et on pourrait avoir, c'est un goulet d'étranglement. On pourrait avoir quand des premiers résultats? Alors, on commence à inclure les premiers malades demain, vous en avez la primeur, et puis on espère avoir les premiers résultats vraiment au tout début du mois de mai, avant le 11 mai, a priori. Et voilà, ce sera une des stratégies. Mais avant même d'avoir les résultats de cette stratégie-là, il y a d'autres essais thérapeutiques avec des antiviraux, des modulateurs de l'immunité, dont on devrait avoir les résultats probablement avant fin avril. C'est important effectivement de pouvoir traiter les patients avant la réanimation, parce qu'une fois qu'ils arrivent chez vous, c'est vraiment là pour le coup les gestes de réanimation qui sont essentiels. Tout à fait. Donc effectivement, les études, il y en a de deux types. Il y a les études qui ont pour critère de jugement justement d'éviter de devoir aller en réanimation. Et puis, une fois qu'on est en réanimation, les études que nous conduisons dans nos services ont plutôt comme objectif d'éviter le décès. C'est ça. Et en fait, en réanimation, on pense que le système immunitaire est un peu emballé par une réaction inflammatoire très importante qui entraîne une réaction générale du corps humain, avec des aspects de caillots et d'inflammation, une hyperviscosité du sang, mais aussi évidemment un aspect d'inflammation terrible du poumon qui peut même mener à sa nécrose. Et donc nous avons aussi, nous testons aussi dans des essais un certain nombre de médicaments qui sont plutôt des médicaments modulant l'immunité, la cortisone par exemple en est un. D'accord. Le président de la République, nous dit-on, a indiqué que le confinement serait plus long pour les personnes âgées. À partir de quel âge est-on concerné? Je peux vous dire qu'on a des dizaines de questions comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va fixer un âge limite? Est-ce qu'on va interdire aux personnes âgées de sortir? Est-ce que ça ne sera que les personnes âgées qui ont des comorbidités? Qu'est-ce qui pourrait s'organiser? Alors, il est difficile de lire dans une boule de cristal quand le président de la République hier a annoncé un principe très général. Donc après, il va falloir l'appliquer. On a encore un mois à peu près pour réfléchir à la meilleure façon de le mettre en pratique. On peut se dire qu'avoir 70 ans avec beaucoup de pathologies associées, un cancer, etc., c'est pas la même chose en termes d'âge physiologique que quelqu'un qui a 80 ans, mais qui fait son petit jogging quotidien, comme il y a encore beaucoup de personnes, heureusement, dans cet état-là, et voilà, et qui ont très peu de comorbidités. Donc c'est vraiment une question d'âge physiologique. Je ne pense pas qu'il y aura une interdiction formelle gravée dans la loi. Ce sera d'abord probablement anticonstitutionnel, mais surtout, on va plus se baser sur des recommandations fortes. Et je pense que ces recommandations vont aussi passer par le médecin traitant, qui est quand même la personne qui connaît le mieux son patient sur le plan de sa santé et qui sera le mieux à même de faire les bonnes recommandations. En réanimation, ce sont toujours des patients très âgés que vous avez? Non, loin de là. Donc effectivement, la moyenne d'âge des patients que nous avons en réanimation est plutôt aux environs de 60 ans. Évidemment, les patients les plus âgés, qui ont beaucoup de comorbidités, ont été plutôt pris en charge dans les services de médecine. Les moyens agressifs de réanimation pour pouvoir survivre ont été plutôt réservés aux patients un peu plus jeunes, en meilleur état, surtout qui pouvaient résister et supporter tous ces moyens extrêmement agressifs.
Malgré tout, nous avons quelques personnes plus âgées, évidemment, et aussi, il faut le noter, des personnes extrêmement jeunes, de 20 ou 30 ans. Alors, l'une de nos équipes a pu passer une semaine au cœur d'un service de réanimation à l'hôpital du Mans. Ils ont partagé le combat des soignants dans cette situation médicalement inédite et celui des patients qui luttent pour leur vie. On se retrouve avec nos invités après ce long format réalisé par Ludivine Favrel, Benoît Lordelot, Marie Anton, Clémence Gardeil, avec un montage signé Denis Moreau et Claire Collin. Je vais devoir vous endormir et vous mettre une machine de respiration artificielle qui va respirer avec vous le temps que vos poumons puissent récupérer. Mais là, on voit que l'oxygène qu'on apporte par le nez ne suffit plus. C'est un moment que les médecins redoutent. Plonger un patient dans le coma artificiel pour lui sauver la vie. Mais pour cet homme de 70 ans en grande détresse respiratoire à cause du Covid, il n'y a plus le choix. Je vous réveillerai quand les choses seront mieux. Pour l'instant, vous allez vous endormir tranquillement et je vous préviendrai. D'accord ? Je ne sais pas. Tant que les poumons ne sont pas guéris, il faudra probablement laisser la machine de respiration. Impossible de répondre précisément aux angoisses du patient. L'homme est dans un état très grave et même s'il tente de le rassurer, le médecin sait que son pronostic vital est engagé. Pour tenter de le sauver, il doit être intubé. Allez, je vous endors tranquillement. Donnez-moi la main. Bien. Allez, 250, c'est le moment du scanning. Des produits anesthésiants sont injectés pour endormir le patient et relâcher ses muscles respiratoires. Toute l'équipe l'entoure avec douceur dans ce moment si délicat. Endormi, le patient ne peut désormais plus respirer seul. Le docteur Landais doit vite passer cette sonde jusqu'à la trachée. Vous êtes prête à lancer le respirateur? Attends, pas pour l'instant, pas pour l'instant. Au top, on déclenche le respirateur. Top. La vie de cet homme ne tient désormais qu'à cette machine qui lui apporte une grande quantité d'oxygène dans les poumons. Le Covid, c'est une maladie qu'on connaît très peu. On sait que les chances d'une personne admise en réanimation mise sous ventilation artificielle sont de sortir vivant de 60 à 70%. Donc on va essayer de faire le maximum pour ce patient pour essayer de le sortir de ce mauvais pas. La situation est critique et le docteur Landais doit prévenir l'épouse du patient. Donc là, il dort profondément et il y a la machine de respiration artificielle qui l'aide à respirer. Oui, mais il n'y a pas de risque majeur quand même, non? Alors là, il y a toujours un risque qui est très important parce qu'il a besoin de beaucoup d'oxygène et qu'il y a une machine qui respire à sa place. Donc là, effectivement, sa vie est en danger. D'accord. Donc là, on essaie de faire le maximum, mais pour l'instant, il faut se laisser du temps. D'accord? D'accord. Et moi, je vous contacte s'il se passe quoi que ce soit. Merci. Au revoir. Pendant 5 jours, nous avons suivi le quotidien des soignants au centre hospitalier du Mans. Comme eux, nous avons pris des mesures de protection exceptionnelles. On s'est préparé à aller à la guerre, mais en fait, on a tout fait pour ne pas faire de la médecine de guerre. Plus de consultations, plus de chirurgie non urgente. Pour faire face au coronavirus, toutes les forces sont concentrées en réanimation où sont hospitalisés les patients les plus graves. Bien marqué, je vous remercie vraiment, vous et toutes vos équipes qui sont vraiment super. Nous avons suivi des médecins qui travaillent sans relâche pour sauver tous les malades. Je ne suis ni un héros, ni un surhomme. J'essaie de faire juste mon travail correctement et du mieux que je peux. Un service exclusivement dédié aux patients victimes du Covid-19 tourne à plein régime. Nous avons assisté à la bataille qui se joue dans le huis clos de nos hôpitaux pour sauver des vies. Ce matin, 24 patients atteints du coronavirus sont hospitalisés en réanimation dans un état grave. Les soignants s'apprêtent à faire la tournée des malades. Sabi, on prend les casaques de bloc. On prend les casaques de bloc? Bah ouais, écoute, il y en a là. Anesthésiste réanimateur, Mathieu Keruel travaille habituellement dans les blocs opératoires de l'hôpital. Depuis quelques jours, il est venu prêter main forte aux équipes de la réanimation. Et il n'est pas tout à fait dépaysé. C'est une casaque de bloc opératoire.
Donc c'est pas destiné normalement à être dans des chambres comme ça, mais comme le matériel vient à manquer, on prend le matériel du bloc opératoire. Des précautions devenues maintenant des réflexes avant d'entrer dans la chambre d'un patient atteint du Covid-19. Voilà, et on peut y aller. Ce matin, le docteur Keruel rend visite à Jean, 74 ans. Il va bientôt pouvoir quitter le service. Bon, monsieur Taureau, bonne nouvelle. Du coup, la gazométrie qu'on a fait ce matin, vous savez, le taux d'oxygénation à l'artère est bonne, d'accord. On a réussi à diminuer un petit peu l'oxygène. Hein. Vous étiez arrivé sous 5 litres. Vous êtes maintenant sous 3 litres. Au niveau du mal de tête d'hier, vous vous sentez mieux? Oui, je n'ai pas de mal de tête. Vous n'avez pas de mal de tête, vous n'avez pas de courbature non plus? Non plus. D'accord. Pas de sensation de bouffée de chaleur? Non plus. D'accord. Alors, c'est un monsieur que j'ai accueilli hier, qui avait un tableau de toux et de fièvre depuis à peu près une dizaine de jours. Il s'est aggravé avant-hier. C'était inquiétant parce qu'on était dans la période, on était aux environs du 10e jour. Donc c'est là qu'on sait que ces patients-là peuvent s'aggraver très brutalement. Donc c'était important qu'ils soient hospitalisés dans notre service. Si son état s'était aggravé, Jean aurait eu besoin d'être intubé rapidement. Un geste technique seulement possible ici. Il fallait donc le garder au cas où. Donc vous nécessitez plus de surveillance dans notre service, l'unité de soins continus, d'accord? On va pouvoir organiser le transfert au 5e étage. Qui est un étage réservé pour les patients atteints du virus. C'est une bonne nouvelle, oui. On n'arrive pas là avec la fleur au fusil. Quand on vous dit que vous avez le virus, l'information fait un peu de mal quand même. Je sais que la bataille n'est pas terminée. Je suis soulagé, mais je sais que la bataille n'est pas terminée. Et je voudrais bien qu'elle se termine le plus rapidement possible. Que je puisse retourner dans mon foyer et vivre la vie que je vivais avant. Le docteur Keruel contrôle une dernière fois le scanner des poumons de son patient. Si des lésions sont bien présentes, elles n'inspirent pas d'inquiétude. Là, on a une image de poumon qui est normale, qui est sain. Et toutes les images un peu plus claires, là, ici par exemple, toutes ces images-là, c'est des images de poumons malades. Qui sont des images qui sont très très typiques du coronavirus. C'est des images qui sont récupérables avec le temps. Une fois que le virus est éliminé et que le corps guérit, ces images-là disparaissent. Chez les malades les plus graves, on peut avoir des images qui persistent avec une destruction d'une partie des poumons, mais ce n'est pas le cas chez lui. Donc c'est plutôt rassurant. Ça fait plaisir parce que beaucoup de patients sont graves. Et c'est vrai que oui, ça fait plaisir. Oui. Oui. Dans la chambre voisine, l'état d'un patient préoccupe particulièrement l'équipe. Monsieur 60 ans, qui est arrivé le 29, qui a été intubé le 30, donc qui est en syndrome de détresse respiratoire. Atteint du Covid-19 et sous assistance respiratoire depuis 5 jours, l'homme ne donne aucun signe d'amélioration. On l'avait remis sur le dos en fin de matinée. Et puis, au final, la gazométrie n'était pas satisfaisante. Donc, remis sur le ventre en fin de journée. Comment il est, ce patient ? Il n'est pas stable, il est plutôt assez précaire. C'est-à-dire que son état respiratoire se dégrade. Plongé dans un coma artificiel, le patient a été placé sur le ventre pour tenter d'oxygéner la partie postérieure de ses poumons. Pour qu'il récupère, il faut alterner fréquemment les positions. Mais malgré 4 tentatives, son état continue de s'aggraver. L'équipe doit le retourner encore une fois. C'est un patient qu'on n'arrive pas à oxygéner correctement malgré le fait qu'on l'ait mis sur le ventre. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est de le remettre sur le dos. Tout ce qui est susceptible de s'accrocher pendant le retournement doit être mis de côté. Donc vous allez voir les infirmières là qui sont en train de basculer les lignes de perfusion de l'autre côté pour que lors du retournement du patient, rien ne s'arrache. Chaque geste doit être anticipé pour ne surtout pas déplacer la sonde d'intubation, vitale pour la respiration du patient. La manœuvre s'annonce très délicate. On fait comment? Comme ça. Donc, on bascule là. On enlève l'une boudin, on le tire vers nous. Comme ça, sur la tranche, on le rescope. Et puis après, ok. Voilà. D'accord. Il n'y a que le cadet qui va passer ici. Ok. On est prêt? Allez, 1, 2 et 3. Il faut aller vite. Mais la corpulence de cet homme complique le geste. Il pèse plus de 130 kilos. Et 3. Là, ok.
5 soignants sont mobilisés pour le soulever. On y va? Allez, on t'écoute. 1, 2 et 3. Ça va? Voilà. Très rapidement, on retire les éléments qui surveillent sa fréquence cardiaque et on les remet en place parce que c'est des patients qui peuvent notamment mal supporter cette position. Voilà. Voilà, et le scope, c'est bon, ça arrive. Tout le monde est prêt là? 1, 2 et 3. Voilà, on est pas mal. Allez, c'est bon. Baby better. Ok. Dans ce service de réanimation comme ailleurs, de très nombreux patients infectés par le Covid-19 sont en surpoids ou obèses. Ils auraient plus de risques de développer une forme grave du coronavirus. Aux urgences, contre toute attente, il n'y a pratiquement personne à l'accueil depuis plusieurs semaines. Normalement, c'est plat. Normalement, il y a des patients partout et on est un peu plus actifs que ça. Les gens, peut-être qu'ils viennent moins spontanément. Il y a aussi les médecins traitants qui les envoient moins spontanément. Il y a des gens qui sont normalement confinés, donc il y a moins d'accidents de la route, il y a moins d'accidents domestiques. On essaie de faire attention, je pense qu'il y a ça aussi. Là, on attend un monsieur âgé qui a une détresse respiratoire et de la fièvre. Qui arrive avec des ambulanciers. Suffisamment là. Ouais. Vous le faites venir ici rapidement? Bonjour monsieur. Je prends votre température, monsieur. Hein. Est-ce que vous pouvez ouvrir les yeux, s'il vous plaît? Il est encombré comme ça depuis longtemps. Cet homme de 84 ans arrive d'un EHPAD. Il est dans un état grave. On va prendre une petite SAT. Je me permets, monsieur. Hein. Il a besoin d'une grande quantité d'oxygène pour l'aider à respirer. Il respire très vite. Il faut qu'on s'en occupe tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tour, par contre, parce que là, il y a d'autres patients. À ce stade, impossible d'écarter une infection au Covid-19. Toutes les précautions sont donc prises pour que le patient ne croise personne. Donc on arrive direct au 8, là. Est-ce que vous m'entendez? L'homme ne réagit pas aux questions et les médecins n'ont aucune information sur lui. Très rapidement, l'urgentiste Clara Gobert l'ausculte et des prélèvements sont réalisés pour en savoir plus sur son état. Là, il est en détresse respiratoire aiguë. Il a des troubles de conscience qui commencent à s'installer du fait de l'altération des échanges gazeux. C'est un monsieur qui, là, aurait besoin d'un apport d'oxygène plus important encore et peut-être des soins invasifs pour établir une oxygénation correcte. Donc il faut qu'on voit, et ce qui nous paraît probable, c'est que, vu son âge et son autonomie, on va lui apporter ce dont il va avoir besoin, mais sans acte invasif et de réanimation déraisonnable. Le docteur Gobert a des doutes sur la capacité de ce patient à supporter les soins très lourds de la réanimation. Les numéros de l'EHPAD. Ouais, ok, ça marche. Mathieu, j'appelle l'EHPAD. Ouais, je vais appeler l'ami. Avant de prendre une décision, les médecins ont besoin d'en savoir plus. Comme le patient n'a pas de famille, le docteur Gobert appelle sa maison de retraite. Je voulais voir avec vous, parce que sur le dossier que vous nous avez transmis, donc il est GIR 1, et puis il a l'air complètement dépendant. D'accord. Donc il ne fait pas de transfert, il ne marche pas tout seul. D'accord. Ok. Il s'alimente quand même tout seul, il a une communication, vous arrivez à discuter un petit peu ou pas du tout? Donc vraiment dépendant. D'accord. Ok. Voilà, au vu de son autonomie, là on a discuté avec mon collègue, il n'y aura pas de soins invasifs chez ce monsieur, on ne va pas l'intuber ni la mettre en réanimation. Donc on va continuer les antibiotiques, l'apport d'oxygène, dose auquel il aura besoin. Et puis si jamais il est inconfortable comme il est déjà maintenant, sans doute introduire des sédations qui vont permettre de l'accompagner tranquillement. L'échange téléphonique conforte les médecins. Ce patient est trop faible. Il ne peut pas être transféré en réanimation. C'est pas la situation la plus difficile. On sait qu'on lui apporterait rien à faire des choses très, très lourdes et très invasives. Chez des patients plus jeunes qui ont une autonomie parfaite, là, évidemment, prendre des décisions comme ça, ce serait dur. Là, dans son cas, c'est pas... Voilà. C'est des décisions qu'on est amené à prendre habituellement déjà dans le contexte hors Covid. Entouré par l'équipe soignante, le vieil homme décédera quelques heures plus tard. Ne pas débuter des soins de réanimation pour des patients trop fragiles est une décision à laquelle les médecins sont fréquemment confrontés. Ici, l'épidémie n'y change rien, d'autant que le service de réanimation, après avoir doublé ses capacités, n'est pas débordé.
On a travaillé pour justement ne pas être obligé de faire un tri qui ne serait pas basé sur notre stratégie habituelle, qui serait basé juste sur un manque de place. Et donc notre tri doit être basé sur la pathologie face à un patient. Je pense qu'on a eu une organisation de type peut-être un peu martial. On s'est préparé à aller à la guerre, mais en fait on a tout fait pour ne pas faire de la médecine de guerre, c'est-à-dire pour que on fasse de la médecine qui ressemble à peu près à ce qu'on fait habituellement. Alors peut-être qu'on a été aidé ici parce que pour l'instant la vague n'a pas été aussi intense que dans d'autres régions, même si elle a été présente. On n'a jamais été débordé. La vague du coronavirus a durement frappé l'Est et l'Île-de-France. Au Mans, les équipes ont eu un peu plus de temps pour se préparer. Et le quotidien du personnel hospitalier a beaucoup évolué. Même celui d'Estelle Battard, agent d'entretien à l'hôpital. Il est 9h, sa journée de travail commence au 5e étage de l'hôpital, dans le service dédié aux patients Covid les moins à risque. Parfait, très bien. Il n'y a pas d'entrée dessus pour l'instant? Oui, donc il n'y a rien de précis au niveau... Sur cette feuille, il y a ce qu'on doit faire dans la journée. Là, il y a une sortie. Malheureusement, c'est quelqu'un de décédé du Covid. Et toutes les autres, c'est des quotidiens. Il y a une chambre où il y a 2 personnes. Normalement, on est une personne par chambre quand il y a un Covid-19. Et là, cette chambre-là, ils sont 2 parce que c'est un couple qui a malheureusement tous les 2 le Covid. Chaque jour, Estelle partage le travail avec plusieurs de ses collègues. Une équipe soudée et récemment un peu traumatisée. Arnaud, un des agents d'entretien, a été infecté par le Covid-19. Et depuis, plus personne ne se sent à l'abri. Je me rappelle, c'était avant que notre collègue tombe malade. Il nous donnait, on entrait dans les chambres avec ça. Il disait qu'on doit entrer dans les chambres infectées avec ces masques, alors que ces masques ne couvrent pas vraiment le visage. On ne se sentait pas en sécurité, en fait. Au début de la crise, les masques FFP2 étaient réservés au personnel soignant. Ils sont désormais obligatoires pour les agents d'entretien dans cet hôpital. C'est bon? T'es prête? Allez, go. Et c'est loin d'être leur seule protection. Charlotte, surblouse, gants, lunettes sont maintenant systématiques avant d'entrer dans une chambre de l'unité Covid. À l'intérieur, le moindre centimètre carré doit être désinfecté. Le moindre objet, il faut du mur au sol. Parce que si la personne tousse, elle peut me poustillonner sur les murs. Donc toute une chambre doit être désinfectée. Pour une désinfection complète, il faut compter une bonne heure. C'est de la peur. Après, de toute façon, je pense que je suis passée un peu au-dessus. Maintenant, je n'ai plus le choix. Je sais très bien que si je l'attrape, je l'attrape. Enfin, je peux rien faire contre ça. Après, j'essaye au maximum de me protéger. Nettoyer la pièce prend désormais 2 fois plus de temps. Comme le personnel soignant, les agents d'entretien sont très exposés au virus. Quelques chambres plus loin, dans le service des patients atteints du Covid-19, nous retrouvons Jean, qui a quitté la réanimation la veille. Vous allez bien? Je vais bien, je tousse encore un tout petit peu. D'accord, c'est une toux sèche, une toux grasse? Ça dépend des jours. Le patient a repris des forces, mais il reçoit encore 3 litres d'oxygène par jour pour l'aider à respirer. Ah, vous sentez toujours essoufflé? Non, je ne me sens pas essoufflé. Donc clairement, on est sur une courbe qui nous montre que l'infection est en train de se guérir par elle-même. C'est très rassurant et c'est ça qui me dit qu'on a encore dans 48 heures, ça va encore, on l'espère tous, vraiment s'améliorer. Lundi, vous pourriez me libérer? Lundi, c'est possible si on vous a totalement enlevé l'oxygène et que vous n'avez plus aucun critère inflammatoire ou de gravité sur la prise de sang, oui, c'est tout à fait possible qu'on vous libère lundi. Même si Jean entrevoit une sortie de l'hôpital, le Covid l'a marqué et l'inquiétude demeure. Cette nuit, j'étais anxieux parce que on s'imagine toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ressentez une petite douleur, vous en faites tout un monstre, en disant ça y est, c'est des fois du côté du cœur. Bon, c'est le cœur qui est attaqué, donc on a beaucoup d'anxiété la nuit, et puis vous êtes tout seul face au sommeil, face à la maladie. Pour rompre la solitude, il appelle régulièrement son épouse. Allô? Oui, comment tu vas, là, ce matin? Eh bien, je vais très bien, ne te fais pas de soucis pour moi, la maison est inondée de soleil, Elle aussi pense avoir été infectée, mais elle n'a pas développé de symptômes graves. Le confinement
confinement a du bon, donc tout va bien. J'ai repris mes forces, t'inquiète pas pour moi. Occupe-toi de toi. J'ai vu le médecin tout à l'heure, là. Il me gardait en observation encore aujourd'hui et demain. Je lui ai dit, et lundi, il m'a dit, on verra lundi, mais je pense que lundi, on pourrait envisager une sortie. Écoute, tu es sur la bonne voie, tu es bien entouré. Oui, je suis sur la bonne voie, c'est bien. Bon, ben, au revoir, je te fais des bisous et je te rappelle tout à l'heure. À tout à l'heure. Ces appels sont essentiels pour garder le contact avec les proches. Un lien mis à mal par l'épidémie. Le risque de contamination a chassé de l'hôpital toutes les familles, jusque dans les services de réanimation. Comme beaucoup de réanimations, on est normalement un service qui est ouvert 24 heures sur 24 et on a l'habitude qu'il y ait des familles un petit peu tout le temps, la nuit, le matin, la journée. On est avec elles. Et donc là, l'absence des familles dans cette prise en charge du Covid, moi personnellement, je trouve qu'humainement, c'est le plus difficile. Pour le docteur Marjorie Saint-Martin, cette absence est d'autant plus difficile à supporter qu'ici sont hospitalisés les patients les plus graves. Et elle est amenée à les accompagner pendant leurs heures les plus critiques. Alors quand les proches des patients envoient des lettres, la réanimatrice a à cœur de transmettre leurs messages. Quand on a les petits messages qui nous sont mis régulièrement tous les jours, parce qu'ils arrivent tous les jours, on les lit aux patients, et d'ailleurs qu'ils soient réveillés ou sédatés, curarisés. Quand les familles sont là, et qui souvent la grande question c'est est-ce qu'ils nous entendent, est-ce qu'on leur parle, et on leur dit mais vous pouvez bien sûr leur parler, c'est pas un bout de bois qu'on a au milieu d'une chambre, ça reste une personne, donc on continue de leur parler même quand ils sont endormis, donc je pense qu'on continuera toujours de leur lire ces messages. Pierre est arrivé il y a 2 semaines en grave insuffisance respiratoire. Après plusieurs jours de coma artificiel, il est aujourd'hui réveillé mais reste branché à une machine qui l'aide à respirer. Au niveau des mains, je vois que mes collègues l'ont attaché. On sait bien que ce studio-là, on a une envie, c'est de l'enlever. Est-ce que si je vous détache les mains, vous pensez que vous êtes capable de ne pas faire ça? Ouais, on vous fait confiance, bien sûr. Attacher les mains, cette mesure peut sembler barbare, mais elle est pourtant vitale pour le patient. Les patients ont souvent les mains attachées parce que le réflexe quand on se réveille, c'est d'aller enlever ce tuyau qui gêne. C'est un réflexe qui est tout à fait sain et normal, donc on s'en protège. Après s'être assuré que Pierre va bien, la réanimatrice lui lit une lettre de sa femme. C'est votre épouse. Vous me dites si vous voulez que je vous lise, c'est plus pratique. Bonsoir, Peterchen chéri. J'ai été très heureuse de pouvoir communiquer avec toi ce soir par l'intermédiaire de l'infirmière. Heureuse de voir que tu as le moral, malgré les circonstances, et que tu ne sens pas trop souffrir de tout l'appareillage. Mais je sais que tu n'es pas douillé, et je me doute que tu minimises. Je suppose que les journées te paraissent bien longues, sans rien à lire, sans musique, sans bisous. Alors ça, la musique, on va pouvoir faire quelque chose. Les bisous, pas encore. Pour moi aussi, les journées sont longues sans toi, la maison est vide et je tourne en rond. Tu me manques, mon chéri. Oh, bien sûr, je suis entourée et soutenue par nos filles, par les amis qui téléphonent, envoient des SMS ou des mails de soutien. Mais c'est pas toi. Aujourd'hui, il pleuvait. Je n'ai pas pu me dégourdir dans le jardin, j'ai essayé de peindre, mais l'esprit et le cœur n'y sont pas. Je lis. Il se fait tard, je t'embrasse de tout mon cœur et t'envoie des milliers de bisous. S'il te plaît, fais tout ton possible pour guérir bientôt, que je puisse te prendre dans mes bras. Ich liebe dich so sehr, deine Katrin. J'ai pas l'accent très allemand, mais... Entendre les mots de sa femme, c'est essentiel pour Pierre. Il y puise la force de continuer son combat contre le virus. Depuis le début de l'épidémie en réanimation, Marjorie Saint-Martin est devenue la voix des proches, le messager des anecdotes du quotidien, mais aussi des témoignages d'amour et de soutien. Alors, entre patients et soignants, des liens plus forts que d'ordinaire se tissent. Oui, je vais vous passer la petite ardoise. Parce qu'effectivement, avec nos ordinateurs, on arrive à mettre de la musique. Et je pense que par moment, on pourrait, si vous le souhaitez, on peut le mettre. Ça, c'est des choses qu'on peut faire.
Alors que la réanimatrice lui pose une question anodine sur ses goûts musicaux, Pierre en profite pour témoigner sa reconnaissance envers les soignants. Merci, monsieur. Finalement, on est là pour faire notre boulot et on le fait du mieux qu'on peut, même dans ces situations-là. Mais comme vous le voyez, je ne suis pas insensible à ce que vous m'écrivez et je ne peux malheureusement pas me moucher. Marjorie, pourquoi vous êtes si émue? Parce que le monsieur, je lui ai demandé de savoir quelle musique il aimait. Et donc, il a écrit un mot de remerciement pour l'ensemble de l'équipe. Il a marqué « Je vous remercie vraiment, vous et toutes vos équipes qui sont vraiment super. Je n'oublierai jamais tout ce que vous faites pour moi. Vous êtes toutes nos familles et amis. » Et c'est vraiment l'humain qui est vécu en relation. Merci. Voilà. C'était moi qui vous touche. Oui, oui. À notre tour de tendre l'ardoise à Pierre. Les lettres que Marjorie vous a lues, ça vous a apaisé? Qu'est-ce que ça fait d'entendre des nouvelles de votre famille? C'est bon de rétablir les liens, car l'isolement est le plus dur, surtout quand on est bavard. Merci beaucoup. Vous connaissez? Garder le sourire malgré son corps bardé de tuyaux, c'est une façon pour Pierre de combattre la maladie. Midi, c'est devenu un rendez-vous attendu par les soignants, la livraison de petits encas. Vous allez bien? Oui. En forme? Oui. Ah bah tant mieux. Toujours. Donc, 5 x 10 petits cannelés, des petits cannelés bordelais. Ah, c'est parfait. Là, on a fait des petites salades piémontaises avec un petit peu de coriandre fraîche. Ok. 2 à 3 fois par semaine, Xavier Souffron, restaurateur, prépare bénévolement des repas aux soignants. Une manière de soutenir et de remercier ceux qui sont en première ligne. 50. Là, vous avez des croque-monsieur. Voilà, qui sont encore tièdes. Petit croque-monsieur tiède. Ah bah ça va être génial pour l'équipe. Ça. Ben, c'est pour ça. Franchement, merci beaucoup. Et puis, a priori, vendredi, c'est grand buffet. J'estime qu'elles font un métier qui est pas facile. Celles qui sont sur le charbon, qui prennent le plus de risques. Si on peut pas leur donner un petit côté réconfortant, ben voilà, elles demandent rien de toute façon. Mais je pense que c'est le petit côté qui leur fait plaisir d'avoir des petites douceurs. Bah, ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a beaucoup de gens qui se mobilisent pour nous apporter un peu de douceur dans la vie des infirmières, enfin, du personnel soignant en général. Et c'est très important en fait, pour tout le personnel. On a des petites croque-monsieur qui sont encore tout chauds. Alors, ça a l'air bon? Ça a l'air super bon. Ça fait chaud au cœur de voir ça. Ah bah oui, ça fait chaud au cœur. Hein. C'est super bien, franchement, on pense à nous et pourtant on fait notre travail comme d'habitude. Ah non, ça fait chaud au cœur. Ça, c'est le soutien moral de l'équipe. Les filles, on a à manger. Infirmières, aides-soignants ou médecins, pour rien au monde, l'équipe ne voudrait rater cette pause gourmande. C'est le bonheur. C'est quoi que vous avez à la main? On n'a pas vu. Un cannelé. C'est le réconfort. Enfin, malgré à certains moments des charges de travail élevées, je trouve que l'ambiance reste bonne. On a des hauts, on a des bas, mais ça n'empêche pas de faire notre travail. Et ça, c'est depuis le début, je le dis, parce que avant que les patients arrivent, il y a eu aussi beaucoup de travail à faire. Et d'emblée, il y a eu un investissement important et une équipe prête à être là et à se dire que c'est normal, c'est notre boulot, on est là, on vient, quoi. Ah, moi je veux des cannelés. Je vous ai tout vu en les cannelés, on a mangé, nous. Un état d'esprit partagé par toute l'équipe. Je fais juste mon travail. Je suis pas mieux qu'un boulanger qui fait son pain. Je suis pas mieux qu'un garagiste qui répare les voitures. Je fais juste mon travail. J'essaie de le faire le mieux qu'il faut dans des conditions qui sont parfois difficiles en période de pandémie, mais je ne suis ni un héros, ni un surhomme. J'essaie de faire juste
mon travail correctement et du mieux que je peux. Réconforter les soignants, leur simplifier la vie, c'est le but de nombreuses initiatives qui ont vu le jour ces dernières semaines. En temps de crise, plus que jamais, la solidarité redevient une valeur essentielle. Une valeur très appréciée par Arnaud Briand. C'est le collègue d'Estelle, l'agent d'entretien de l'hôpital, victime du Covid-19, hospitalisé depuis 10 jours. Oui. Voilà, tu vas te régaler. Hein, merci beaucoup, Estelle. Ça vaut des gros bisous, ça. Bah oui, je sais. Ouais, mais de loin. Voilà. Toux, fièvre, diarrhée. Ces symptômes sont apparus progressivement, puis son état s'est brutalement dégradé. J'ai eu peur. Et j'ai eu peur, mais d'un autre côté, je me suis battu. Je veux vaincre la maladie. Et heureusement que j'ai eu la famille, mes collègues de travail qui m'ont beaucoup soutenu. Et c'est ça qui m'a donné la force. Mais là, j'ai fait l'examen pour le poumon, tout ça, tout va bien. Et tous les examens... Si aujourd'hui Arnaud est hors de danger, il a passé 3 jours en réanimation dans un état grave. On a eu très très peur pour lui, oui. Très très peur pour lui, puis on a aussi eu très très peur aussi pour nous. Parce que on est quand même une équipe soudée. Pour mon mari aussi, il est asthmatique, il fait de l'hypertension, on fait chambre à part depuis 15 jours. Je me protège d'un masque à la maison, même à la maison j'ai le port de masque aussi. J'essaye d'être le plus loin possible de lui pour éviter qu'il attrape le virus si au cas où je peux l'avoir, parce qu'on n'a même pas de test. Malgré la situation d'Arnaud, on n'a pas le droit de faire de test pour savoir si on est positif ou pas, donc on est obligé de se protéger chez nous autant que sur le lieu de travail. Donc c'est déjà pesant au lieu de travail, mais c'est aussi pesant sur la vie privée aussi. Depuis quelques semaines, une cellule psychologique est à la disposition des équipes du centre hospitalier. Malgré l'émotion et la peur, le travail doit reprendre pour Estelle et ses collègues. Le pire semble désormais derrière eux. Ah mais tu vas y arriver. Oh oui. T'as regardé tellement Star Wars que c'est bon. Exactement. Ah bah oui. Arnaud sortira dans quelques jours de l'hôpital. Salut. Salut Estelle. Avant d'être hors de danger, le combat est long pour les patients hospitalisés. Chaque étape franchie est une victoire contre le virus. Aujourd'hui, le moment est crucial pour cet homme sous assistance respiratoire. Il va être extubé. Bonjour monsieur, je m'appelle Maud, je suis la kiné. Après que le tube soit enlevé, je vais vous aider. Hein, on va essayer. La procédure se déroule en 2 temps. D'abord, les médecins se sont assurés que le patient pouvait respirer sans l'aide de la machine. Il vient de passer une épreuve de sevrage ventilatoire. C'est en gros un moment où il est en ventilation spontanée qui permet de juger, de voir s'il va pouvoir respirer sans l'assistance. Voilà. Il a passé cette épreuve avec succès pendant environ 2 heures. Donc là, maintenant, on est à même de lui enlever l'assistance respiratoire. Gonflez, gonflez, gonflez. Tu peux enlever. Et vous soufflez. Dégonfler. Et là, le tube, il sort. Allez, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Voilà. Après plusieurs jours d'intubation, ce patient a encore besoin d'un masque à oxygène. Il est très affaibli et il a du mal à retrouver les mouvements spontanés de sa respiration. La kinésithérapeute l'accompagne. Encore. Allez, soufflez, 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 encore. En fait, ils ont été beaucoup aidés par les machines avant. C'est des patients qui restent néanmoins fatigables. Et je pense qu'on peut dire que c'est compliqué pour eux, après avoir été très dur, que la machine ne vienne plus aider à pousser derrière. Et puis, il y a aussi un état de fatigue. Hein. C'est bien ce que vous faites, c'est très bien. Vous êtes super courageux, d'accord? Vous arriveriez à cracher un peu? Essayez de tousser. Toussez. Encore? Encore? Voilà, super. Allez-y, crachez, monsieur. J'essaye de le faire expectorer pour que les sécrétions sortent afin qu'il respire mieux. Voilà. Encore. Là, elle s'est bien passée. Maintenant, il faut attendre les heures qui suivent pour voir si jamais il s'épuise pas, tout simplement. Les soignants vont surveiller ce patient pendant plusieurs jours. Si tout se passe bien, sa sortie du service pourra être envisagée. D'accord.
C'est le bon moment, ça. J'étais inquiet parce que la décision venait pas. Le moment tant attendu est arrivé pour Jean. Après 5 jours d'hospitalisation et un bref passage en réanimation, il va enfin pouvoir sortir de l'hôpital. Quand on arrive ici, on se dit qu'on va peut-être pas en ressortir vivant. On va peut-être en ressortir les pieds devant dans une petite boîte en bois. C'est ça un petit peu l'anxiété qu'on a quand on arrive ici. Je me sens en bonne santé aujourd'hui. Bon, ça va, on m'a prévenu que j'allais encore tousser pendant 5 ou 6 jours, que j'allais être fébrile, qu'il fallait pas que je fasse n'importe quoi. Il fallait pas aller faire du jardin dès demain matin. Mais je sens que je suis sauvé. Vous êtes prêt à partir, monsieur? Oui. À voir Jean, on pourrait presque oublier qu'il est encore malade et contagieux. Brancard, protection de la tête aux pieds. La procédure de sortie des patients atteints du Covid-19 est très encadrée. Bon jeu, hein. Une fois chez lui, Jean devra rester à l'isolement strict plusieurs jours, même après la disparition de ses symptômes. Au revoir, monsieur, bon retour à vous. Au revoir. Je suis heureux de rentrer chez moi. Je vais retrouver mon épouse, je vais retrouver ma fille, des petits-enfants. Rentrer chez soi, retrouver ses proches. Des habitudes qui n'ont jamais paru aussi précieuses qu'en ces temps où le virus nous éloigne. Depuis le début de la crise, sur la quarantaine de patients hospitalisés en réanimation à l'hôpital du Mans, une quinzaine ont quitté le service en bonne santé comme Jean. Merci de nous retrouver en direct avec nos invités, le professeur Karine Lacombe, chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, et le professeur Bruno Megarban, chef du service de réanimation médicale et toxicologique de l'hôpital Lariboisière à Paris. Avant de continuer à répondre à vos questions, on voulait absolument adresser un grand merci à la direction et aux équipes de l'hôpital du Mans qui nous ont ouvert leurs portes pendant plusieurs jours pour réaliser ce film. Un grand merci également aux patients et aux familles qui ont accepté la présence de notre caméra. Alors, depuis la fin de notre tournage, certains patients ont pu quitter l'unité de réanimation. C'est le cas de Pierre qui était intubé et qui communiquait avec l'équipe à l'aide d'une ardoise. Il a pu être extubé. Il n'a plus besoin d'apport en oxygène. Il est actuellement dans le service d'infectiologie de l'hôpital du Mans et l'équipe nous a précisé qu'il avait pleuré de joie en quittant l'unité de soins intensifs. Et puis un autre patient également a pu regagner son domicile, c'est Jean Taureau, que vous avez vu à la fin du reportage quitter l'hôpital sous bonne escorte. Monsieur Taureau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rentré chez vous, vous avez pu retrouver votre épouse. Comment vous allez aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais bien. Je suis un petit peu enroué ce soir, mais c'est la voix qui est pas encore très bonne. Mais ça va revenir, je pense, dans les jours prochains. Oui. Je ne tousse plus, donc je me sens bien. Aujourd'hui, j'ai fait quelques activités dans la maison et je fais de la kiné respiratoire chaque jour. L'angoisse a été lourde à gérer pendant que vous étiez hospitalisé ? Oui, parce que je ne dormais pas. J'ai demandé à avoir un petit médicament pour pouvoir dormir les dernières nuits, mais j'ai été au moins pendant 3 nuits sans dormir. Et là, l'anxiété est importante. Est-ce que vous avez un petit message à adresser aux équipes de l'hôpital du Mans ? Oh oui, c'est pas un petit message, c'est un grand message. Je les remercie beaucoup. Toute l'équipe de réanimation, déjà, dans un premier temps, et puis l'équipe des soins après, ils sont formidables. Et je leur ai dit avant de partir, je leur ai dit, il faut que vous soyez beaucoup mieux payés que vous ne l'êtes aujourd'hui, parce que vous faites vraiment des miracles. Merci beaucoup, faites bien attention à vous, reposez-vous, récupérez. Merci en tout cas. On a vu dans ce documentaire que le surpoids, l'obésité, c'était un facteur de risque important de complications. On a cette question de Fabienne. Je suis obèse, est-ce que j'ai un risque plus grand d'attraper le Covid-19 ? Alors je dirais pas tellement un risque plus grand d'attraper le Covid-19, puisqu'en fait tout le monde est susceptible de l'attraper. Par contre, effectivement, un risque plus important de faire une forme un peu plus grave. Et effectivement, nous avons constaté que dans les services de réanimation, les patients qui sont gravement infectés avec une pneumonie ont une tendance à avoir une surcharge pondérale. C'est lié à un problème respiratoire ? Alors, on ne sait pas exactement les raisons. Néanmoins, on peut penser que quelqu'un qui a la surcharge pondérale, voire qui a une certaine obésité, eh bien, ses alvéoles s'ouvrent moins bien. Et donc, l'échange gazeux entre le sang et l'air
qui permet l'oxygénation du sang se fait moins bien, notamment dans certaines parties vers le bas et l'arrière du poumon. Et probablement, ça explique une plus grande susceptibilité. En plus, il y a probablement des problèmes métaboliques associés à l'obésité qui expliquent cette plus grande susceptibilité au virus. On l'a vu dans le reportage, la prise en charge nécessite souvent de mettre le patient sur le ventre, dans la position dite de décubitus ventral. Le but, c'est de permettre une meilleure oxygénation des poumons. On vous explique comment, regardez. Le décubitus ventral consiste à allonger le patient en assistance respiratoire sur le ventre, tout en protégeant les zones saillantes et sensibles de son corps pour permettre une meilleure respiration. En position dorsale, les poumons d'un patient en détresse respiratoire sont comprimés par le cœur et s'emplissent mal. Les sécrétions s'évacuent laborieusement. La position ventrale permet de mobiliser différemment l'appareil respiratoire. Libérés du poids du cœur et du plan du lit, les poumons peuvent se gonfler davantage. Les zones dorsales sont libérées, l'air circule de façon plus homogène. Elle peut augmenter jusqu'à 70% l'oxygénation chez certains patients. Autre avantage, la position ventrale facilite l'évacuation du mucus sécrété dans les bronches. Pour être efficace, cette position doit être maintenue au moins 16 heures sur 24. C'est une position rendue encore plus nécessaire par l'obésité ou pas ? Alors, bien sûr, on va décider si oui ou non on met le patient en position ventrale en fonction du niveau d'oxygénation de son sang. Et donc, on va pratiquer ce que l'on appelle une mesure de la quantité d'oxygène dans le sang. C'est ce qu'ils appelaient dans le reportage la gazométrie. Et en fonction de ça, et en fonction de la quantité nécessaire d'oxygène, on peut prendre cette décision. Mais effectivement, lorsqu'une personne a une surcharge pondérale, la position ventrale va faciliter l'expansion du poumon dans ses parties dorsales et donc améliorer l'oxygénation du sang. Ce risque de gravité lié à l'obésité, on le constate pour d'autres virus ou c'est assez spécifique à celui-là ? Alors écoutez, je n'ai pas connaissance que ce soit aussi prégnant avec d'autres infections virales. Je pense que c'est vraiment une caractéristique particulière du SARS-CoV-2 et probablement, pour compléter ce que vous a dit mon confrère tout à l'heure, il y a probablement un mécanisme physiopathologique particulier du virus qui entre en interaction avec les adipocytes, qui sont ces cellules graisseuses, avec une activation d'une cascade cytokinique, donc toutes ces molécules de l'inflammation liées aux cellules graisseuses. Donc c'est probablement pour ça qu'on a ces grandes flambées d'inflammation. C'est vraiment un lien avec ces adipocytes et on est en train de travailler dessus. Des équipes qui font plus de recherche fondamentale travaillent sur cette interaction particulière entre le virus et les adipocytes. Et ces atteintes neurologiques qu'on constate chez certains patients, un patient nous en a parlé tout à fait au début de l'émission, c'est lié au virus lui-même, c'est lié à la réanimation, c'est lié à quoi ? Alors, on va dire, pour la majorité de ces atteintes qui ont été décrites dans le reportage, c'est lié au fait d'être alité de façon prolongée, de recevoir des médicaments qui paralysent les muscles. Effectivement, un muscle doit se contracter en permanence pour rester trophique et bien fonctionner. Et le fait d'administrer des curares et peut-être parfois d'autres médicaments entraîne une paresse du muscle et des nerfs qui l'innervent. Et donc, il faut un certain délai par la suite pour pouvoir récupérer une fonction normale. Normalement, ces atteintes liées aux médicaments administrés au cours de la réanimation sont totalement réversibles. Alors, en plus de ça, évidemment, ce virus peut aussi avoir un tropisme neurologique. Alors, c'est de plus en plus décrit. Et donc, évidemment, l'interaction entre le virus et les médicaments qui paralysent les muscles, ça peut renforcer le risque d'avoir ces atteintes que l'on appelle les neuropathies de réanimation, d'où l'importance évidemment de la rééducation post-réanimation. On va en parler justement parce que c'est vrai que pour les patients qui ont dû être intubés en réanimation et placés en coma artificiel, une longue convalescence va commencer pour retrouver une activité cardiaque, respiratoire normale, avec une prise en charge particulièrement délicate dans les prochains mois à cause de l'afflux de patients et du nombre de professionnels de santé qu'il faudra mobiliser. On nous pose cette question, est-ce que les patients passés par les services de réanimation conserveront ou pas des séquelles ? Pour parler de tout ça, nous sommes en ligne avec le professeur François Ranoux. Bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez le service de médecine physique et de réadaptation de l'hôpital Cochin à Paris. Dans quel état se trouvent les patients quand ils sortent de réanimation après avoir été donc intubés et ventilés souvent pendant 2 à 3 semaines ?
Alors en fait, on se trouve face à des patients qui ont les complications classiques de la réanimation, je vais dire longue, c'est-à-dire avec des maladies neurologiques, et comme l'a dit mon collègue, liées notamment aux drogues utilisées. Il y a peut-être également un tropisme neurologique, en fait, du virus. Et donc, il y a un certain nombre de patients. Alors là, il faut qu'on soit très précis, c'est-à-dire que c'est quand même peu de patients. C'est les patients qui sortent de réanimation. Heureusement, la plupart des patients ne sortent pas tous de réanimation. Mais dans ceux qui sortent de réanimation, il y a un certain nombre de patients qui ont des pathologies, notamment neurologiques, locomoteurs, mais qui ont toujours cette instabilité respiratoire. Et c'est toute la complication aujourd'hui de leur prise en charge, c'est-à-dire de vouloir à la fois prendre en charge, je dirais, les conséquences fonctionnelles de la maladie et qui sont plus neurologiques ou locomoteurs, et les composantes vitales qui sont cardiaques, circulatoires et bien évidemment respiratoires. Professeur Rano, qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui du risque de séquelles donc, chez les patients sortis de réanimation ? Alors, les séquelles, c'est compliqué tout simplement parce que, par définition, les séquelles ne peuvent s'évaluer que des mois après ou des années après. Alors, on a des idées parce que on a eu plusieurs épidémies, notamment en 2003, et on a eu notamment un papier qui est sorti récemment et qui montre que sont devenus ces patients, avec clairement des problèmes respiratoires, des problèmes ostéo-articulaires, des problèmes neurologiques. Mais en fait, l'impression que l'on a aujourd'hui, quand on parle avec nos collègues chinois, c'est qu'on se retrouve face à des patients qui ont un petit peu les mêmes séquelles, en tout cas la même évolution que les patients qui ont un syndrome de détresse respiratoire et qui ont été intubés, ventilés, mais qu'en fait tout est plus long. Tout est plus long. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus déconditionnés, ils sont beaucoup plus fatigués. D'un point de vue respiratoire, bien évidemment, c'est plus long. En fait, on a l'impression que tout est plus long. Parce qu'on ne mesure pas exactement, mais en fait, après 2-3 semaines de réanimation de ce type, il faut vraiment réapprendre beaucoup de choses. Ah bah, je vais vous dire une chose toute simple. Au bout de 3 semaines de réanimation, et mon collègue réanimateur connaît ça, bien évidemment, aussi bien que nous, même mieux que nous, par un exemple tout bête, on perd la notion de verticalité, on perd d'un point de vue, en tout cas neurologique et cardiovasculaire, des capacités de pouvoir réagir au fait de pouvoir se mettre debout, si vous voulez. Quelque chose de tout bête. Mais en fait, on perd ce genre de réflexe, et donc il faut essayer justement nous, donc médecins de médecine physique et de réadaptation, on travaille beaucoup là-dessus avec les kinésithérapeutes pour la première chose, tout bêtement, une fois que d'un point de vue respiratoire, en tout cas, ils sont relativement stables, c'est tout simplement de les reverticaliser, de les remettre, de les asseoir, de les remettre debout, puis de les refaire marcher. Monsieur Meunier, je crois que vous êtes encore avec nous, vous nous entendez toujours ? Tout à fait, madame. Vous êtes resté alité effectivement très longtemps. Vous avez dû aussi réapprendre effectivement, vous allez réapprendre à vous mettre debout, à revivre, à respirer normalement, à avoir le cœur qui bat normalement. Tout ça, ça se réapprend. Je l'espère, parce qu'effectivement, dans votre reportage, les choses se croisent. Cet aspect, encore une fois, très anxiogène de cette maladie qui, à la fin, enfin, dans la phase que je suis en train de vivre, on s'aperçoit effectivement au fil du temps des séquelles que ce virus a pu laisser. Bien sûr, réapprendre. Alors pour ma part, maintenant j'arrive de manière autonome à me débrouiller, faire ma toilette, mais il faut que ce soit de manière très courte,
parce que j'ai ce besoin de me réalité très rapidement. Mais c'est toujours cette angoisse, effectivement, au niveau neurologique, perte de sensibilité dans la jambe. Voilà, c'est ces choses qui sont un petit peu anxiogènes et qui vous occupent l'esprit nuit et jour. Mais bon, j'ai bon espoir de pouvoir, bien entendu, réapprendre cela dans un délai le meilleur possible. Professeur Hanou, est-ce qu'aujourd'hui, face à l'afflux de patients qui vont avoir besoin de ces prises en charge dans les prochaines semaines, il y aura suffisamment de professionnels de santé pour effectuer tous ces soins ? Alors en fait, c'est clair que nous ne sommes pas du tout dans le temps réanimatoire, mais vous voyez comme nos collègues réanimateurs, internistes, infectiologues, pneumologues ont été quand même pas dépassés, mais en tout cas dans des circonstances un peu compliquées en termes d'afflux de patients. Et donc en fait, tout l'aval de la chaîne de santé va être impacté. Et donc il va falloir clairement prendre en charge ces patients dans des structures qui n'ont pas l'habitude d'avoir des patients peut-être aussi lourds. Et donc, il va falloir, je dirais, comme ce qu'ont fait nos collègues réanimateurs, infectiologues ou internistes ou pneumologues, il va falloir faire des structures, fabriquer des structures qui soient intermédiaires dans les mêmes services qui existent aujourd'hui. Alors, vous avez vu, on a ce qu'on appelle les soins de suite. Et il faut savoir que les soins de suite sont peu médicalisés. Et donc, il va falloir organiser tout ça. À la PHP, il y a aujourd'hui, je dirais, un certain nombre de spécialistes. Et il y a une commission qui s'occupe spécifiquement de ça. C'est-à-dire vraiment l'aval de ces patients en sachant qu'il y a vraiment... Et quand on écoute nos collègues, quand on parle avec nos collègues chinois ou italiens, il y a vraiment deux types de patients. Il y a des patients, et on les a très bien vus dans ce reportage, qui ont des atteintes qui ne sont pas passées en réanimation lourde, c'est-à-dire qui n'ont pas été intubés ventilés. Donc il y a ces premiers patients qui souffrent surtout de syndromes de déconditionnement, des syndromes neurologiques, et puis il y a une autre catégorie de patients qui est beaucoup plus faible, et heureusement, mais qui est souvent beaucoup plus jeune, et qui, eux, ont de vraies déficiences neurologiques et de l'appareil locomoteur et que l'on doit prendre en charge en sachant que ce ne sont pas des déficiences vitales et qu'il faut aussi que leurs déficiences vitales, c'est-à-dire essentiellement pulmonaires et cardiaques, soient stabilisées. Donc ça n'est pas simple. Merci beaucoup en tout cas, professeur Hanou, de nous avoir accordé un petit peu de temps. On mesure quand on entend tout ça, l'extrême importance de prendre en charge les patients et les traiter avant leur entrée bien sûr en réanimation. C'est le but de votre étude. Il y en a d'autres qui sont menées à ce stade-là précoce de la maladie. Est-ce que vous pensez qu'on aura effectivement, que ce soit avec votre étude, avec d'autres médicaments, la possibilité dès la sortie du confinement de pouvoir effectivement prendre en charge les patients nouvellement contaminés ? Mais écoutez, on espère, on fait tout pour. Ça va beaucoup plus vite que d'habitude, quoi, là. Ah bah, beaucoup plus vite. Ne serait-ce que déjà la conception des études, ensuite la mise en place des études, le temps a été réduit, je dirais, quasi par 10. Donc vraiment, on a autant les autorités de santé qui régulent un peu toute la mise en place de ces essais, ce qu'on appelle les comités d'éthique, etc. On fait énormément d'efforts pour accélérer les procédures, ce qui veut aussi dire que les soignants travaillent énormément, mais tous les gens derrière travaillent aussi énormément, les week-ends, souvent en soirée, etc., pour qu'on puisse avancer vite. Donc il faut vraiment savoir que c'est un travail qui est transparent, qu'on ne voit pas, mais voilà, il y a toute une mécanique derrière qui nous permet d'avancer vite. Et les essais, eh bien, on espère avoir quand même des résultats pour fin avril. Fin avril, début mai, comme avec des médicaments qui pourraient être disponibles du coup pour cette période-là. Exactement. Et des médicaments qui vont s'intéresser, comme on a dit en introduction, autant aux personnes éventuellement en prévention de l'infection. Donc il y a des essais qui sont en cours, donc des médicaments que l'on va donner chez des personnes qui ne sont pas malades, en particulier les soignants, pour prévenir l'infection, mais également des médicaments que l'on va donner à la phase assez précoce, chez des patients qui ne sont pas hospitalisés, chez des patients hospitalisés mais avec peu de besoin d'oxygène, et puis des patients en réanimation, donc dans une phase plus avancée de la maladie.
Vous voulez ajouter quelque chose ? Non, tout à fait. On va dire la maladie est complexe et on voit il y a différents stades de l'infection. Et donc, évidemment, il faut s'intéresser à ces différents stades et donner des médicaments ciblés pour chacun des stades, avec des objectifs différents à chaque fois. Mais on ne sait pas encore prévoir actuellement quels patients vont s'aggraver brutalement vers le 8, 9, 10e jour, amenant à l'entrée en réanimation. Cette information-là, on ne l'a pas encore. Hein. Alors, il y a un certain nombre de facteurs de risque qui ont été décrits. Donc, on a vu dans le reportage la surcharge pondérale. Il y a aussi le fait d'avoir des comorbidités, comme une hypertension artérielle, un diabète ou un équilibre glycémique pas satisfaisant. Le fait de prendre un certain nombre de médicaments pour des maladies de système, on va dire, donc typiquement de la cortisone au long cours, sont des facteurs de risque pour faire des formes un peu plus graves. Maintenant, tous les patients qui prennent ce type de médicaments ou qui ont ce type de facteurs de risque ne feront pas les formes graves, heureusement. Ça, on ne sait pas encore pourquoi. Et donc, effectivement, il y a très probablement des facteurs génétiques supplémentaires qui pourraient expliquer une vulnérabilité accrue chez certains individus. Katia nous dit qu'elle a 48 ans, elle travaille en lingerie dans un EHPAD, elle porte un pacemaker. Est-ce que le coronavirus est particulièrement dangereux pour elle ? Alors, on va dire, c'est le fait d'avoir un pacemaker uniquement pour rétablir le rythme cardiaque, en soi, n'expose pas un surrisque de faire une forme grave. Ce qui compte, c'est l'état cardiaque sous-jacent. Si, par contre, il existe une maladie du cœur liée à l'hypertension ou liée à un problème coronarien, là, le risque est un peu plus important. Emmanuel nous demande combien de temps un patient ayant fait une forme sévère de la maladie reste-t-il contagieux ? Alors ça, c'est la grande question. Effectivement, alors ce que l'on dit, de ce que l'on connaît de l'histoire naturelle et en particulier des études qui nous proviennent de Chine sur la durée de la contagiosité, je dirais, mais peut-être qu'on pourra en débattre, c'est intéressant justement de discuter de ça avec un réanimateur, on considère qu'au moins 3 semaines de contagiosité. Alors après, je parle les personnes qui restent en réanimation longtemps, on ne sait pas, mais dans les formes graves, donc celles qui ne passent pas pour nous, celles qui ne passent pas en réanimation, mais qui ont une forme assez grave pour rester plusieurs jours en hospitalisation, on considère qu'on a une période de 3 semaines où on pense que la contagiosité peut persister. Donc en général, on dit qu'il faut au moins 15 jours. Et quand on a une forme grave, on rajoute 1 semaine un peu par sécurité. Et là, je ne parle pas des patients qui sortent de réanimation, parce que franchement, on n'en sait rien. On nous demande si une fois infectée, une personne peut être réinfectée. Alors, je dirais que non. En revanche, ce que l'on a vu, donc ça vient d'être rapporté par une équipe de Corée, et nous on le voit, on commence à le voir chez des patients qui ont été hospitalisés ou même qui ont été suivis en ville, une espèce de rebond, comme une espèce de rechute des signes cliniques, qui en général sont un peu moins importants. Sur combien de temps après ? 10 jours, une dizaine de jours, 10 à 15 jours après, ce qui est assez déroutant et très déstabilisant. Et on pense que c'est plutôt alors, est-ce que c'est une réactivation ? Est-ce qu'on a de nouveau du virus ? On ne sait pas. En revanche, on a une réapparition des symptômes. Est-ce que c'est une espèce de réaction immunitaire, inflammatoire, un peu retardée ? C'est possible, comme on le voit avec des maladies immunologiques qui évoluent par poussée. Donc on aurait plutôt tendance à dire que finalement, le Covid-19, ce n'est pas tant une maladie virologique qu'une maladie viro-immunologique avec des séquelles éventuellement immunologiques plus tard. On va continuer d'en apprendre beaucoup sur l'histoire naturelle. Ouais. On nous demande pourquoi il y a beaucoup moins de victimes en Allemagne. Alors, c'est une bonne question. Donc, on va dire il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, très probablement, il y a eu une meilleure anticipation de la crise et une meilleure préparation du système de santé. Par ailleurs, très probablement aussi, le capacitaire des hôpitaux allemands, notamment en termes de nombre de lits de réanimation, est bien plus important. Et d'appareils de ventilation aussi ? Et d'appareils de ventilation est bien plus important que ce que nous avons en France. Donc en France, on va estimer que de base, nous avons à peu près 5000 lits de réanimation. En Allemagne, ils en ont pas loin de 25 000. Et donc, malgré tous les efforts qu'on a pu faire, on a pu multiplier par 2,5, 3 le nombre de lits en France, donc monter jusqu'à 15 000. Les Allemands, avec le même effort, sont passés à 40 000. Donc évidemment, le système de santé pouvait faire mieux face à un afflux plus important de patients. Et puis bien sûr, il y a la question des masques
et des réserves de masques. Alors, est-ce que, je ne suis pas économiste donc je ne sais pas, mais est-ce que l'Allemagne avait des stocks plus importants de masques à disposition ? Probablement. Le président de la République a reconnu qu'il y avait eu quelques défauts organisationnels dans le système de santé français. Très clairement, l'Allemagne disposait de plus de masques et puis surtout a mis au point des tests à la fois de dépistage de la présence du virus par PCR et puis dès à présent des tests sérologiques beaucoup plus rapidement, et l'industrie pharmaceutique allemande est très puissante. C'est une question qu'on a de Florence, parce qu'on a bien entendu Emmanuel Macron hier qui disait qu'on dépisterait plus les personnes symptomatiques à partir du déconfinement. Elle nous demande pourquoi ne pas proposer un test de dépistage sérologique à chaque Français, donc de recherche d'anticorps pour savoir s'il y a eu ou pas infection. Je pense que ça va se faire en parallèle, hein. Évidemment, là, on a effectivement un retard, c'est tout à fait juste ce qui vient d'être dit. Je crois que la grosse différence vient du fait qu'en Allemagne, très tôt, à partir du vraiment mi-janvier, la PCR, donc de recherche du virus, était au point et a été disséminée de façon très importante, autant dans les hôpitaux qu'en ville. L'organisation de la médecine de ville en Allemagne est très différente de la nôtre, avec beaucoup plus de biologie qui peut être faite en ville, en particulier cette biologie assez spécialisée. Donc les PCR ont été disponibles en ville très vite. Ce qui fait que dès que quelqu'un avait des symptômes, il a été testé et surtout tous ses contacts ont été testés, isolés, etc. Donc ils ont pu contenir plus facilement que nous l'épidémie. Et c'est vrai que nous, on a vraiment manqué de réactifs en France. Hein. La PCR a été mise pas de réactivité, de réactifs, c'est-à-dire des éléments qui... Oui, voilà. On vient d'expliquer. On avait la PCR très rapidement, mais pas de réactifs. Ces réactifs en France venant de Chine ou des États-Unis. Donc vous pensez que la Chine ne pouvait plus en exporter et puis les États-Unis les ont gardés pour eux. Donc c'est vraiment le problème qu'on a avec les tests de PCR. Et ensuite, ce qu'il en est des sérologies, eh bien, effectivement, nous, on aura des sérologies qui vont être au point probablement fin avril, sur des grosses machines qui peuvent faire des grandes séries de tests. Et je pense qu'il va y avoir des personnes prioritaires, entre guillemets, pour ces tests qui vont être les soignants, pour la réorganisation du travail dans les structures de soins, les EHPAD, etc. Mais très probablement que la sérologie va être accessible à qui le voudra. Il y aura ensuite les conditions de remboursement, parce qu'on sait que certains tests sont remboursés quand ils sont jugés prioritaires ou pas, mais ça, c'est une discussion qui va avoir lieu plus tard. Mais oui, je pense que je ne vois pas comment la sérologie ne pourrait pas être disponible pour tous à partir du moment où elle est dans les laboratoires. En tout cas, un effort important a été demandé par le président pour tous les laboratoires, qu'ils soient publics ou privés, pour mettre au point ces tests et s'outiller des plateformes nécessaires pour que, effectivement, chaque personne puisse faire ce test. Alors d'abord, bien sûr, les personnes symptomatiques, mais aussi, très probablement, si on veut réussir la sortie du confinement, aussi les personnes non symptomatiques. Il faut connaître son statut. Et toutes les personnes qui auront fait une infection auront bien un test sérologique positif. Alors, même si c'était asymptomatique. On n'est pas complètement sûr. On pense que les personnes qui ont été asymptomatiques ou paucisymptomatiques, c'est-à-dire très peu de symptômes, risquent de ne pas exprimer beaucoup d'anticorps. D'accord, ça on ne le sait pas encore. On ne le sait pas encore. Voilà, c'est effectivement un des problèmes de ces tests sérologiques, c'est-à-dire en fait la sensibilité. Le risque en fait c'est d'avoir des faux négatifs et donc effectivement d'inquiéter certains alors qu'il n'y a pas lieu, ou à l'inverse des faux positifs, parce qu'un certain nombre de virus voisins, d'autres coronavirus, donnent aussi des anticorps qui peuvent croiser éventuellement. Et donc là aussi, à l'inverse, rassurer quelqu'un alors qu'il n'a jamais rencontré le vrai coronavirus responsable du Covid-19. D'où l'importance de vraiment bien évaluer la performance de ces tests avant de les mettre sur le marché. C'est ce qu'on est en train de faire, justement. On voit qu'actuellement, voilà, mais on commence à avoir un peu des tests à droite à gauche. Il y a des laboratoires privés qui ont... Sur Internet, on en trouve. Voilà, et dont on ne connaît pas du tout la fiabilité. Et je pense qu'on a vraiment besoin de mettre beaucoup d'ordre dans cette anarchie de tests disponibles un peu partout. Oui. On va parler de la psychologie. Je voudrais juste remercier M. Meunier, surtout pour qu'il puisse s'endormir et passer la nuit la meilleure possible. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et surtout récupérer autant que vous pouvez, surtout. Faites attention à vous. Faites attention à vous. Merci. Merci pour votre soutien.
Le coronavirus met à l'épreuve la santé mentale des personnels hospitaliers, médecins, infirmières, aides-soignants, ambulanciers, agents d'entretien. On l'a vu dans ce reportage, toutes celles et tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux sont en première ligne dans le combat contre la pandémie de coronavirus et sont sous pression depuis maintenant des semaines. Cela peut avoir de lourdes conséquences sur le plan psychologique et des cellules de soutien se mettent en place pour les aider. Pour en parler, nous sommes en ligne avec le docteur Frédéric Warenbourg, qui est psychiatre au CHU de Lille, responsable de la cellule d'urgence médico-psychologique du Nord. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous avez mis donc en place une plateforme d'écoute téléphonique et des maraudes dans différents services du CHU de Lille pour les soignants. Comment ça fonctionne concrètement, ce dispositif ? Alors concrètement, nous avons une ligne téléphonique qui est ouverte pour tous les soignants du Nord et du Pas-de-Calais, pas uniquement le CHU de Lille. En amont, nous faisons effectivement des maraudes effectivement au CHU de Lille. Je suis en lien également avec des collègues d'autres hôpitaux qui font des maraudes dans les hôpitaux de la région. Et en aval, nous avons la possibilité de recevoir en consultation en présentiel les personnes qui souhaitent, plutôt que le téléphone, venir nous voir en consultation. Dans cette crise, les personnels hospitaliers sont confrontés à des difficultés inédites et notamment la peur d'être infectés ou de contaminer leurs proches. On a vu quelques drames à ce sujet. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme réponse à ce type d'angoisse ? Alors effectivement, c'est une angoisse qui revient énormément de la part des soignants lorsqu'on les rencontre ou lorsqu'ils nous appellent. La peur d'être contaminé soi, mais surtout de contaminer ses proches. Alors une des choses dont on discute avec eux, c'est bien évidemment... moi, je leur ai déjà posé la question de savoir s'ils faisaient leurs courses, par exemple, dans un supermarché. En fait, ce qui ressort effectivement de ça, c'est que effectivement, quand on remet dans la réalité, c'est-à-dire que certes, il y a le confinement, mais on continue de faire ses courses et que le risque de contamination est peut-être aussi important, voire plus important quand on fait ses courses. Et ça permet de remettre les choses à leur place, d'autant que, effectivement, lorsqu'ils sont en contact avec des patients atteints de Covid, ils ont les masques, ils ont les blouses, ils ont des gants. Du coup, ça permet de remettre un petit peu de sens à tout ça. Quels sont les signes qui doivent alerter quand ces soignants sont débordés à la fois par le stress et par l'épuisement ? Alors, les premiers signes en général qu'on a, c'est des problèmes de sommeil, donc avec des réveils nocturnes, soit des réveils nocturnes, soit des difficultés d'endormissement, une plus grande irritabilité, des difficultés de concentration, une augmentation des consommations d'alcool, par exemple, ou de médicaments, de tabac. Tous les signes, en fait, qui sont des signes de stress, doivent nous alerter. On sait que beaucoup de soignants choisissent de taire leurs difficultés. Comment on peut les repérer, ces personnes en souffrance qui ne s'expriment pas ? Effectivement, c'est une des grandes difficultés, c'est que les soignants n'ont pas l'habitude de demander de l'aide. C'est la raison pour laquelle on a rapidement mis en place les maraudes et ça fonctionne plutôt bien, en fait, d'aller à la rencontre des soignants. Et ce qu'on propose également, c'est pour ceux qui auraient du mal à nous contacter, et souvent certains de leurs collègues vont nous alerter sur le fait qu'ils puissent aller moins bien, c'est qu'on puisse les appeler, nous, qu'on n'attende pas qu'ils nous appellent, et on insiste à chaque fois sur le fait que il faut en fait appeler rapidement et ne pas attendre d'être complètement épuisé pour le faire. Je pense qu'au plus ils appellent tôt, au mieux c'est. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct et merci pour toutes ces précisions. Vous êtes très vigilant effectivement à vos soignants, à l'état dans lequel ils sont, en essayant de voir lesquels sont les plus épuisés là actuellement. Effectivement, c'est un point très important. On a vu que dès le début de la crise, les soignants étaient au premier rang. Ils ont donné beaucoup d'eux-mêmes, ils se sont investis, ils ont permis justement d'endiguer l'afflux massif de patients, notamment très graves. Mais c'est au détriment quand même d'une certaine souffrance. D'abord parce que la charge de travail est exceptionnellement importante. Ensuite parce que, évidemment, il y a beaucoup d'émotions, notamment lorsqu'on a des décès parmi les personnes un peu plus jeunes. Et puis, évidemment, il y a toujours ce risque, cette peur du risque de se contaminer et de contaminer par la suite sa famille. Et donc, effectivement, il faut être prudent. Et je dirais l'un des buts de la prolongation du confinement pendant 1 mois, c'est de permettre effectivement d'éviter un afflux supplémentaire de patients pour permettre aux équipes de se reposer, de reprendre des forces et puis
on ne l'espère pas, mais si jamais une nouvelle crise venait, eh bien, de faire face à nouveau. On entend bien ce message et c'est une bonne raison de rester confiné, effectivement. Une question d'un téléspectateur. Nous sommes confinés depuis 1 mois, l'incubation étant de 15 jours au maximum. Où, quand et comment les nouveaux patients ont-ils pu être contaminés? Parce qu'en fait, le confinement n'est pas un confinement total. On pense qu'il est très majoritairement suivi, mais malgré tout, il y a quand même une partie de la population qui continue de sortir, soit par obligation professionnelle, les soignants par exemple, mais aussi tous les métiers essentiels à la société. Et puis aussi, on sait qu'il y a une petite partie de la population qui ne suit pas de façon très stricte les règles de confinement. Et donc c'est pour ça que le virus continue de circuler. Mais il circule beaucoup moins fort que ce qu'il a circulé avant le confinement. Donc voilà, malgré tout, on voit bien qu'on a un impact positif du confinement, même s'il n'est pas total. Dans mon lycée, nous dit-on, 1200 élèves se croisent dans des couloirs de 2,5 mètres de large. Ce n'est pas un calcul mathématique. Hein. Nos classes comptent 35 élèves. Quelle distanciation sociale possible? Si j'ai bien entendu le ministre de l'Éducation nationale ce matin, il n'est pas question de rouvrir des classes de 35 élèves. On fera des classes plus réduites, a priori, de ce que j'ai entendu, parce que les classes de 35 élèves... Je ne sais pas. Alors franchement, ça, c'est pas vraiment une question médicale. Non. Je ne sais pas du tout comment ça va pouvoir se passer. Alors là, pour le coup, c'est en tant que mère que je peux m'exprimer, et en tant que parent d'élèves. Et c'est vrai qu'on a aussi entendu qu'on ne mettrait pas forcément tous les enfants à l'école, que les parents pourraient choisir. Franchement, moi, je pense que c'est un facteur d'inégalité et d'inéquité, qu'en gros, les familles les plus aisées puissent garder les enfants à la maison parce que soit elles restent à la maison pour s'en occuper, soit elles peuvent payer des personnes pour s'en occuper, puis que les autres mettent les enfants à l'école. Je suis un peu étonnée, mais franchement, ça, c'est vraiment une opinion très personnelle, qui n'est pas du tout une opinion médicale. Donc, j'attends avec impatience de voir comment ça va pouvoir être mis en musique. Daniel nous dit qu'il a été dit que certains groupes sanguins étaient plus à risque que d'autres. Qu'en est-il ? Oui, tout à fait. Alors, il a été démontré, en tout cas suggéré par des études, notamment en Chine, que le groupe A était plus à risque que le groupe O. Alors, les raisons exactes, je ne les connais pas et je ne suis pas certain qu'on les connaisse encore. C'est une observation. C'est une observation, donc il se peut qu'il y ait des liens génétiques entre les groupes sanguins et d'autres gènes qui, eux, donnent un sur-risque de faire une infection plus grave. Dans l'idée, ça peut être une piste de recherche de traitement, ça ? Parce qu'on ne peut pas changer son groupe sanguin, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'éventuellement, ça peut être une réflexion pour un traitement ? Franchement, je ne vois pas comment, mais c'est l'observation pareil, je ne suis pas une spécialiste de l'hémostase. C'est plutôt une observation qui va donner des idées pour rechercher des gènes de susceptibilité ou des pistes de thérapeutiques. Mais en soi, modifier, comme vous l'avez dit, le groupe sanguin, ça n'est pas possible. Attention, ça peut aussi être un facteur de confusion, c'est-à-dire qu'on voit que ce groupe sanguin, parce que ce n'est que de l'observationnel, donc on voit que ce groupe sanguin est plus associé à un risque de décès, mais peut-être qu'au milieu, il y a un autre facteur de risque qui fait qu'on a ce groupe sanguin, mais aussi on a d'autres facteurs qui sont, eux, liés à la maladie. Il ne faut surtout pas se sentir protégé parce qu'on est du groupe O et ne pas utiliser les gestes barrières. Alors, on va dire l'une des explications qui a été apportée, c'est que les patients qui sont du groupe O possèdent des anticorps dirigés contre le groupe A. Et peut-être que ces anticorps ont un certain rôle, alors je ne sais pas lequel, dans l'immunité contre ce virus. Donc ça peut suggérer des pistes, évidemment. Mais les équipes françaises y travaillent. Sur pour essayer de mieux comprendre ça. Nathalie demande si la vaccination par le BCG pendant l'enfance pourrait expliquer ou pas l'existence de porteurs sains. Alors, il n'y a pas de porteurs sains. C'est le portage sain, ça n'existe pas, c'est le portage asymptomatique. Mais on ne sait pas ce que ces porteurs asymptomatiques vont éventuellement développer comme signe clinique un peu plus tard dans le cours de la maladie. Alors effectivement, le rôle du BCG, en fait, c'est d'activer l'immunité globale, donc pas spécialement contre un virus ou une bactérie, mais d'activer une immunité globale qui peut être active justement contre les virus et maladies. Donc c'est pas vraiment quelque chose de spécifique au SARS-CoV-2, mais on le voit avec plein d'autres pathogènes, plein d'autres agents pathogènes. Quand on va vacciner contre le BCG, eh bien on peut développer une immunité globale contre ces pathogènes. Donc ça peut
être... alors, est-ce que ça va être une thérapeutique? Je ne pense pas, pour ma part, mais... Je crois qu'il y a des essais, en tout cas, il y a des essais en cours qui suggèrent qu'une vaccination par le BCG, même à l'âge adulte, pourrait peut-être développer une certaine défense contre le virus. Là aussi, c'est une stimulation immunitaire un peu globale. Donc là aussi, nous attendons là aussi les résultats, évidemment. Exactement. C'est une piste intéressante. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux d'être venus nous apporter toutes ces explications, toutes ces réponses aux questions. Merci évidemment à tous ceux qui ont participé, à tous ces témoins qui ont bien voulu accepter d'être dans cette émission, et puis aux journalistes donc, qui ont réalisé ce document très beau. Voilà, merci à vous d'être avec nous, très fidèles. Et puis on se retrouve dès demain à partir de 13h40, évidemment, pour le magazine de la santé. Passez une bonne fin de soirée. Au revoir.